Bienvenue dans notre exploration du droit du travail français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme assez spécifique. Oui, un peu technique même. C'est ça, le régime d'heures d'équivalence. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde d'ailleurs. C'est possible, oui. On s'appuie sur un article qui décortique bien ce système. Notre but, c'est simple, essayer de comprendre comment ça marche, pour qui et pourquoi. Extraire l'essentiel, oui. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est, au fond, ce régime d'heures d'équivalence? Alors, c'est une manière, disons, particulière de calculer le temps de travail. L'idée, c'est que pour certains métiers, eh bien, il y a des moments où le salarié ne travaille pas activement. Des temps morts. Exactement, des périodes d'inactivité. Mais, et c'est le point clé, sa présence reste obligatoire pendant ces moments. D'accord. Et donc ce temps d'inactivité, il est quand même considéré comme du temps de travail effectif. C'est ça l'équivalence. Ah oui. Ce qui fait que mécaniquement, la durée de présence demandée est plus longue que les 35 heures par semaine habituelles. Intéressant ça, cette idée de valoriser la simple présence. Mais j'imagine que ça ne s'applique pas partout. C'est pour qui spécifiquement? Non, c'est très ciblé. L'article donne des exemples assez clairs. On pense par exemple à l'hospitalisation privée ou certains services médico-sociaux. Pour quel type de poste? Typiquement, les surveillants de nuit, les infirmiers ou infirmières de nuit, les aides-soignants, les gardes malades entre 18 et 8 heures, par exemple. Ok, là où il faut être là, au cas où. C'est ça. Le transport routier aussi, les chauffeurs, c'est un cas très connu. L'attente, ça fait partie du travail. Bien sûr. L'article mentionne aussi le tourisme social et familial pour le personnel d'encadrement ou certains commerces de détail, fruits et légumes, épiceries, produits laitiers, pour le personnel de vente à temps complet. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a aussi le gardiennage, bien sûr, les services d'incendie, les casinos. La liste peut même être étendue par des accords spécifiques, des conventions collectives ou des décrets. C'est pas complètement figé. D'accord, donc c'est vraiment lié à cette nécessité de présence continue, même si l'activité elle-même fluctue. Bon, et comment on met ça en place dans une entreprise? J'imagine que l'employeur peut pas juste dire « hop, heure d'équivalence ». Ah non, certainement pas. C'est très encadré, ça doit obligatoirement passer par un texte collectif, soit une convention collective, donc négociée au niveau de la branche professionnelle, Oui. soit un accord de branche étendu qui a un peu la même force. Et s'il n'y a rien de tout ça, alors il faut un décret du gouvernement spécifique au secteur. Donc l'entreprise doit appartenir à une branche où c'est prévu, en gros. Exactement. Il faut une autorisation via un de ces textes. Pas de décision unilatérale possible. C'est clair. Bon, revenons sur la durée du travail. On a compris, la présence est plus longue que 35 heures, mais alors, quitte des heures supplémentaires, comment ça se calcule? C'est une très bonne question et c'est souvent là que ça coince un peu dans la compréhension. J'imagine. Le seuil de déclenchement des heures sup, ce n'est pas 35 heures. Ah! Il est basé sur la durée d'équivalence qui est fixée dans l'accord ou le décret. Prenons un exemple simple donné dans l'article. Si le régime dit que 40 heures de présence équivalent à 35 heures de travail effectif, Oui? eh bien, les heures supplémentaires ne commencent qu'à partir de la 40e heure de présence. D'accord. Donc, entre 35 et 40 heures de présence, ce ne sont pas des heures sup. Non. Dans cet exemple, la 40e heure est payée normalement et c'est seulement la 41e, la 42e, etc. qui seront comptées et majorées comme heures supplémentaires. Logique. Mais c'est une logique propre à ce système, très différente du calcul classique. Et du coup, la rémunération, elle suit cette même logique. Tout à fait. La rémunération doit prendre en compte ces particularités, ces temps d'inactivité inclus dans le temps de travail. Et comme pour le reste, c'est la convention, l'accord ou le décret qui fixe comment ces heures sont payées. Le salaire de base intègre déjà cette organisation particulière en quelque sorte, C'est l'idée, oui. La rémunération est censée refléter cette durée de présence spécifique. qui est où il faut être présent longtemps, même avec des temps morts. C'est ça. Cette présence longue est reconnue comme du travail, mais avec un ratio défini, genre 40 heures de présence égale 35 heures payées au taux normal. Exactement. Un ratio fixé par secteur. Et du coup, la paye est adaptée et les heures sup ne commencent qu'au-delà de ce seuil d'équivalence, pas des 35 heures. Voilà, c'est une très bonne synthèse. Et ce qui est, je trouve, assez fascinant derrière ça, c'est comment le droit essaie de quantifier, de valoriser pas seulement l'action, mais aussi la simple disponibilité. La présence requise, oui. Oui, la présence, l'attente surveillée, ça pose une question intéressante, je trouve. Laquelle? Comment notre vision de la valeur du travail évolue quand on inclut et qu'on rémunère explicitement des périodes où on est juste là, en veille, par opposition au métier où on attend une productivité constante, visible à chaque minute. Excellente question pour finir. Ça nous amène à réfléchir à ce qu'on considère vraiment comme du travail aujourd'hui. Une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.